On va s'attaquer à une énigme qui fascine les penseurs depuis des siècles. Comment expliquer l'incroyable, la stupéfiante complexité de la vie tout autour de nous? Alors, pour y voir plus clair, il y a une analogie très célèbre, celle du théologien William Paley. Imaginez, on se promène et on trouve une montre par terre. En voyant ses rouages, ses aiguilles, on se dit forcément que quelqu'un l'a fabriquée. Un horloger, logique, non? Et Paley, bien sûr, ne s'arrête pas là. Il pousse le raisonnement. Si une simple montre a besoin d'un créateur, alors que dire de quelque chose d'infiniment plus complexe, comme un œil humain? Pour lui, la conclusion était évidente. Ça ne pouvait être que l'œuvre d'un grand concepteur divin. Et voilà, on a là l'argument central, aussi puissant qu'intuitif, qui sert de point de départ au biologiste Richard Dawkins dans son livre majeur L'horloger aveugle. Ce qui est fascinant, c'est que Dawkins est d'accord sur le fond. Oui, la vie est bien trop complexe pour être le fruit du pur hasard. Absolument. Mais, là où tout change, c'est sur l'identité de cet horloger. Pour Dawkins, ce n'est pas un être surnaturel qui est à l'œuvre. Non, sa proposition, c'est un horloger d'un tout autre genre. Un processus automatique, sans conscience, et surtout complètement aveugle. Un horloger qui avance sans aucun plan, sans la moindre idée du résultat final. Bon, la question qui se pose tout de suite, c'est comment est-ce possible? Comment un processus aveugle peut-il créer des chefs-d'œuvre de complexité? Pour comprendre ça, il faut d'abord se débarrasser d'un très gros malentendu sur la théorie de Darwin. La clé de tout, en fait, c'est de bien faire la différence entre deux choses. D'un côté, le pur hasard, la sélection en une seule étape, où on repart de zéro à chaque fois, et de l'autre, le vrai mécanisme de l'évolution, la sélection cumulative, qui est bien plus puissante. Pour bien voir à quel point le pur hasard est inefficace, Dawkins nous donne une image très parlante. Celle du fameux singe, seul devant sa machine à écrire, tapant des lettres au pif. Alors, quelle serait la probabilité pour ce singe de taper une phrase précise de Shakespeare du premier coup? Eh bien, le chiffre parle de lui-même. C'est tellement improbable que c'est en pratique impossible. On pourrait attendre des milliards d'années que ça n'arriverait tout simplement jamais. Ok, donc le hasard pur, on oublie. Mais alors en quoi la sélection cumulative, elle, change complètement la donne? Qu'est-ce qui la rend si efficace? Pour nous le montrer, Dawkins a carrément écrit un petit programme. L'astuce est simple mais géniale. Au lieu de tout jeter après chaque essai, le programme garde ce qui marche. On part d'un charabia total. Le programme en fait des copies avec de toutes petites erreurs, des mutations, puis il choisit la copie qui ressemble le plus, même de très loin, à la phrase cible. Et c'est cette nouvelle version qui sert de point de départ pour le tour d'après. Et là, le résultat est juste bluffant. Parce qu'on garde les petits progrès, même les plus minuscules. Le programme trouve la phrase en quelques dizaines d'essais seulement. Pas des milliards d'années, quelques dizaines. C'est ça, la magie de l'accumulation. Et ce principe ne marche pas que pour des lettres. Dawkins a poussé l'expérience encore plus loin avec un autre programme fascinant. Cette fois, ce ne sont pas des mots qui évoluent, mais des formes visuelles, qu'il a baptisées biomorphes. Au tout début, il y a une forme hyper simple, une sorte de petit arbre un peu basique dont l'apparence est définie par quelques règles de base, des sortes de gènes informatiques. Ensuite, à chaque génération, l'ordinateur nous montre des variations de cette forme, des enfants qui ont subi de petites mutations au hasard. Notre rôle, c'est juste de choisir celle qu'on préfère, celle qui nous semble la plus intéressante. Et c'est elle qui deviendra le parent de la génération suivante. Et en faisant ça, encore et encore, ce qui se passe est dingue. On voit apparaître des formes et d'une complexité incroyable, totalement imprévues. On part d'un petit bâton, et après seulement 29 générations, on peut se retrouver avec quelque chose qui ressemble à un insecte. Même Dawkins, le créateur du programme, a été soufflé par les résultats. Il raconte son excitation, son émerveillement, en voyant ces créatures virtuelles prendre forme sous ses yeux, juste par la force de ce processus tout simple de sélection cumulative. En fait, ce que ces programmes nous font toucher du doigt, c'est que l'évolution ne fait pas de saut gigantesque au hasard. C'est plutôt une sorte de balade, pas à pas, dans un immense paysage de possibilités, ce qu'on peut appeler l'espace génétique, où chaque petite étape est une forme viable. Bon, on a vu la puissance du principe sur un ordinateur. C'est impressionnant. Mais maintenant, il est temps de revenir au monde réel, à la biologie. Reprenons notre œil, l'argument massu pour un dessin intelligent. Eh bien, il n'est pas apparu comme par magie en un seul coup. Son histoire, c'est celle d'une longue série de petites étapes. Au début, juste une cellule qui capte la lumière. C'est déjà un avantage. Puis, cette zone se creuse un peu, ce qui permet de savoir d'où vient la lumière. Mieux, le trou se referme un peu, ça crée une image floue. Encore mieux. Et enfin, une lentille se forme et l'image devient nette. Chaque étape est une amélioration.
D'ailleurs, Darwin lui-même l'avait dit. Il avait mis sa propre théorie au défi. Montrez-moi un seul organe complexe qui n'a pas pu se former par une série de petites améliorations et toute ma théorie s'écroule. Eh bien, à ce jour, on attend toujours de trouver cet organe. Et voilà, on boucle la boucle. On revient à notre horloger. Celui de Paley, lui, était conscient. Il avait un plan, une intention. L'horloger de la nature, la sélection naturelle, c'est tout l'inverse. Aucun plan, aucune intention, aucun but. Il est aveugle. Et pourtant, c'est ce processus aveugle qui est, à ce jour, la seule explication scientifique solide dont on dispose. Une explication qui rend compte, de manière puissante et élégante, de l'incroyable complexité organisée qu'on observe partout dans la nature. Et ça nous laisse sur une pensée assez vertigineuse. Si un processus si simple, automatique, sans but, purement mécanique, peut aboutir à la création de quelque chose d'aussi sophistiqué qu'un œil, ou même un cerveau, alors où s'arrête son pouvoir créateur? Quelles sont vraiment ses limites?